Bonjour concitoyennes, bonjour concitoyens. Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de la trilogie du pouvoir. Elle s'appelle Comment dire merci aux tricheurs. Alors il faut faire un petit préalable sur les valeurs morales de notre société. Remontons un petit peu en arrière jusqu'à notre morale judéo-chrétienne, puisqu'il faut bien dire que dans notre monde occidental, on s'appuie sur ces valeurs et notamment sur les fameux 10 commandements du Nouveau Testament. Alors vous les connaissez les 10 commandements, vous pouvez me les citer tous les 10 ? Ouais d'accord, bon bah citez-moi juste, allez, le 6e et le 8e. Je vous aide un peu. Tu ne tueras point. Tout à fait. Et tu ne voleras point. Alors d'autres sont un peu obsolètes, me semble-t-il, par rapport à nos modes de vie actuels. Tu ne commettras pas adultère, tu ne convoiteras pas. Dans un monde libéral de consommation, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, pourquoi pas. En fait, on va plutôt s'arrêter justement sur ce 6e et sur ce 8e commandement. Tu ne tueras point et tu ne voleras point. Et pour moi, il y a une grande différence entre les deux. De ces deux commandements découle quasiment une bonne partie de l'organisation juridique de nos sociétés judéo-chrétiennes. En matière juridique, on a, vous savez, le droit pénal et le droit civil. En gros, le droit pénal, c'est la prison, et le droit civil, c'est tu payes une amende. Bon, je caricature, mais on va dire que c'est un peu ça dans les grandes lignes. Aujourd'hui, je pense que la façon dont on a organisé notre droit pénal et notre droit civil me paraît être assez inadapté au système libéral capitaliste. Je pense qu'il est un peu mieux adapté dans un pays par exemple comme les États-Unis où justement il y a une grosse différence entre le pénal et le civil et qu'il y a beaucoup de choses qui se traitent au civil et il y a beaucoup de choses qui se traitent avec de l'argent. Alors pourquoi il faut traiter la justice avec de l'argent? Parce qu'en fait je pense que la notion de vol, tu ne voleras point, elle est quand même devenue complexe, elle est généralisée, c'est un peu le même problème d'ailleurs pour la fameuse convoitise, et donc c'est devenu compliqué, on ne peut plus raisonner avec le tu ne voleras point d'il y a 2000 ans. Au monde d'aujourd'hui, qui n'a pas volé une fois dans sa vie, si ce n'est une pomme, l'État, son voisin, je ne sais qui, pas forcément des fois en le faisant exprès en plus. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors moi je pense qu'il faut dépénaliser le vol. C'est-à-dire en fait le rendre uniquement civil, c'est-à-dire que je vole, je paye. Ça on est au cœur du système, en fait, tel que moi je voulais un petit peu présenter au début, en disant il faut réformer le système capitaliste de l'intérieur, en utilisant ses propres armes. Il n'y a rien de mieux que de taper au portefeuille, aujourd'hui, pour faire régner l'ordre dans un système capitaliste. Alors bien sûr, tout ça, ça se signifie que l'on ne porte pas atteinte physiquement à l'intégrité des personnes. Et donc, je pense que tant qu'on n'est pas dans l'atteinte physique aux personnes, on peut se permettre, effectivement, de supprimer le pénal, donc de supprimer cette notion de prison, parce que personne n'y va jamais d'ailleurs souvent, de revenir plutôt à des amendes effectivement civiles, par contre avec des peines, des amendes totalement dissuasives, avec une gestion de la récidive aussi beaucoup plus élaborée. Voilà, c'est un avis que je vous suggère et qu'on va développer encore un petit peu si vous le voulez bien. Avant d'aller plus loin, je voudrais quand même un petit peu vous rassurer et m'expliquer, attention, ne me prenez surtout pas pour un nouveau père Fouettard. Laissez-moi développer. Disons que dans nos sociétés modernes, aujourd'hui, il y a certaines valeurs religieuses qui créent des incompatibilités. Alors, je ne suis pas là pour faire un débat sur les différentes religions, c'est pas le sujet. Je dis simplement que notre société a développé un certain nombre de libertés individuelles qui peuvent être incompatibles, effectivement, avec certaines valeurs qui peuvent être historiques dans notre société, issues de valeurs religieuses. Et je pense qu'il est important que l'on modernise un peu tout ça et que l'on se recentre uniquement sur des valeurs fondamentales. Donc si on va chercher par exemple dans les 10 commandements, mais on pourrait aller chercher dans d'autres religions, c'est pareil, quelles sont les valeurs fondamentales qui pour moi sont celles d'une république, d'une démocratie moderne? Eh bien on va garder le tu ne tueras point, ça c'est sûr. On aura peut-être un peu plus de mal avec le tu ne voleras point, on va plutôt garder honore ton père et ta mère, c'est-à-dire en gros occupe-toi bien de tes vieux. On va aussi garder tu ne porteras pas de faux témoignages, ça me paraît plutôt pas mal. Et moi j'en rajouterai un qui n'avait pas été prévu d'ailleurs à l'époque, tu n'attenteras pas à la santé ou à la liberté d'autrui. Voilà, moi ça c'est un petit peu le socle des valeurs fondamentales de ma République à moi. À partir du moment où on a des atteintes à ces valeurs fondamentales, là, effectivement, on risque d'être dans le droit pénal. Et donc, si on est dans le droit pénal, on va en prison. Et si on va en prison, bien évidemment, on travaille, puisque le travail est obligatoire en prison. Je vais quand même pas faire travailler les chômeurs et ne pas faire travailler les prisonniers. Par contre, le reste, tout ce qui est du domaine du vol, du petit vol, de la fraude, du trafic, de la corruption, tout ce que finalement le système capitaliste engendre,
puisqu'en fait, il attire, il génère des convoitises. Et donc là, on doit peut-être rester uniquement dans le domaine du droit civil, c'est-à-dire qu'on va avoir des amendes pour réparer le préjudice. Et par contre, effectivement, là, il va falloir passer un petit peu aux choses sérieuses. Alors moi, je préconise 3 réformes indispensables, selon moi, de cette justice. La première, effectivement, elle concerne les amendes. Donc ces amendes, elles doivent être désormais systématiquement proportionnelles au préjudice, mais surtout aux revenus. Alors ça, vous allez me dire, ça existe déjà, je sais, la DGCCRF, l'Union européenne, on a déjà des amendes comme ça records qui ont été déjà émises avec certaines entreprises ou certains grands groupes. Et c'est sûr que quand une entreprise elle se prend une amende de 80, de 250 millions d'euros, ça la fait réfléchir quand même à 2 secondes. Mais c'est pareil aussi pour les individus, parce qu'en fonction effectivement de vos revenus, il y a certaines amendes qui peuvent vous paraître énormes quand vous avez des petits revenus et qui sont peanuts pour d'autres. Donc il faut que ces amendes soient proportionnelles. Il faut ensuite d'ailleurs, je pense pour les entreprises, rajouter aussi, puisque comme je vous l'ai dit, il faut taper là où ça fait mal dans le système capitaliste. Il y a 2 choses qui emmerdent un dirigeant d'entreprise. C'est qu'on lui prenne du pognon et qu'on lui pollue sa vie. Parce qu'il a autre chose à foutre. Bien, on va lui prendre du pognon, mais on va aussi lui polluer un peu sa vie. Et donc, moi, je préconise des mesures dissuasives en fonction des cas, pour les dirigeants, pour les actionnaires, pour les obliger un petit peu à les faire revenir un petit peu dans le boui-boui, dans les opérations, lorsqu'il y a des problèmes qui se passent dans leur entreprise. Prenons un exemple. Moi, j'ai l'exemple du transport, je connais bien ce métier. Par exemple, quand un camion se fait arrêter sur la route parce qu'il est en infraction, parce que le conducteur a trop roulé, parce qu'il n'a pas respecté le cabotage et qu'il vient des pays de l'Est, parce qu'il a fait une infraction à tout ce que vous voulez. L'amende maximum, elle est de 750 €. Je peux vous dire qu'il y a pas mal d'entreprises de transport et de patrons du transport, ça les fait bien rigoler. Donc ils payent l'amende, on n'en parle plus. Ils se font choper une fois tous les 5 ans en plus. Donc il n'y a vraiment pas de problème. On a aussi le même problème avec les journaux People, qui en fait se prennent des amendes parce qu'ils ont fait des photos volées, interdites, etc. Mais l'amende, elle est provisionnée. Et donc ils vont payer l'amende, mais comme ça leur rapporte 10 ou 100 fois plus lorsqu'ils vont vendre leur journal et leur magazine, ça ne sert à rien. Donc il faut effectivement avancer sur ces sujets avec des amendes plus fortes, mais surtout avec des astreintes. Donc quand on dit au patron de l'entreprise de transport qui est en Roumanie ou au groupe de transport international dont le patron il est à New York, bah, c'est vous qui allez venir récupérer les clés du camion, parce que si c'est pas vous qui venez, on vous récupérerait jamais votre camion. Ou alors quand on va dire aux journaux People, bah, non seulement vous allez avoir une amende, mais en plus vous allez stopper votre diffusion pendant 2 mois, par contre vous allez continuer de payer vos salariés, je pense que ça va en calmer plus d'un. Mais ce n'est pas que les entreprises qui sont concernées par ce dérision, on va dire, du système judiciaire français. Prenez les amendes de stationnement. Vous allez me dire, on paye toujours trop cher. Je vous rappelle quand même qu'à Paris, ça fait quand même pas très longtemps qu'on payait encore les amendes à 17 € pour un mauvais stationnement. Pendant ce temps-là, le prix moyen du parking était à 50 € la journée. Qu'est-ce que vous voulez que les gens trouvent ça dissuasif? Alors vous allez me dire, oui, maintenant c'est passé à 50 €. C'est pas assez. 50 €, alors c'est toujours trop quand on le paye. Mais si vous voulez qu'il n'y ait plus de stationnement interdit à Paris, il faudrait passer en fonction des revenus, et quelqu'un qui gagne bien sa vie, il va payer 400 €. Voilà, c'est simple. Il faut donc ces taxations exponentielles, à la fois sur les revenus des gens, en fonction de leurs revenus, mais il faut aussi taxer de manière exponentielle la récidive. Et oui, errare humanum est, perseverare diabolicum. Et donc, il faut absolument, effectivement, lutter contre la récidive. Alors, c'est quelque chose qui est compliqué, je ne dis pas que ça va se faire en 5 minutes, mais moi je suis pour un système où les amendes effectivement deviennent exponentielles au fur et à mesure qu'on récidive, on multiplie par 2, puis après par 5, puis après par 10, puis après par 25, etc. C'est valable aussi pour le pénal. Ça peut être tout à fait valable, peut-être dans des proportions un peu plus faibles, mais pour les peines de prison, c'est pareil. Je pense que moi, je ne porte aucun jugement de valeur. C'est-à-dire que je pense que, à partir du moment où on ne porte pas atteinte aux personnes, bah voilà, t'as triché, tu payes. Et tu payes un max. Et donc, tu vas nous servir à financer le système. C'est aussi simple que ça. Il est donc grand temps de dépoussiérer notre code pénal et notre code civil. Et il n'y a pas de réforme sérieuse sans réforme en profondeur de la justice. Il faut la réformer sur le fond et sur la forme. Alors sur le fond, comme on a pu le voir jusqu'à présent, il faut effectivement adapter les peines, adapter les amendes au monde d'aujourd'hui. C'est une évidence. Mais sur la forme, il faut moderniser, il faut optimiser dans la justice. La justice, c'est quand même aujourd'hui l'un des derniers ministères totalement à la bourre sur la révolution numérique. Moi, je compare par exemple avec les notaires qui évoluent un peu dans le même milieu. Eux, ils l'ont fait, la révolution numérique. Vous allez chez un notaire, tout a dématérialisé. La justice, ils n'ont même pas pu faire du télétravail pendant le Covid. Ils n'avaient pas de PC pour aller chez eux. Et puis, il y a d'autres sujets qui peuvent automatiser, améliorer la justice. Alors là, je vais prononcer un tabou, les peines automatiques. Et ça, le pauvre Nicolas, il s'en est aperçu que c'était compliqué.
C'est quoi les peines automatiques? C'est qu'il y a tout un tas de petits délits qui peuvent tout à fait se passer d'un juge. Je veux dire, tu as fait ça, tu payes ça, point barre. Et si tu n'es pas d'accord, tu fais appel. Et là, en appel, tu as un juge. Et puis si tu perds en appel, c'est toi qui payes le juge. Alors les juges et les avocats sont vent debout contre ce système parce que c'est plus la justice. Ouais, d'accord. Mais c'est de l'hypocrisie la plus absolue parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des années et des années de retard sur les dossiers. On a des audiences qui passent, qui n'ont plus aucun sens parce que vous êtes jugé au bout de 18 mois, de 24 mois, 36 mois, de ce que vous voulez. Et puis en plus, vous passez à une audience qui dure 2 minutes. Parce que de toute façon, ils ont tellement de dossiers à traiter qu'ils n'ont même pas le temps de regarder les dossiers dans le détail. Donc c'est une hypocrisie absolue. Non seulement il faut effectivement des peines, mais il faut aussi après des prisons. Parce que le problème, c'est aussi si la justice fonctionne mal, c'est que comme on n'a pas de place dans les prisons, on ne met pas les gens en prison. Et donc du coup, la responsabilité, elle revient un peu sur le juge. Il faut construire, construire et construire. C'est quand même pas compliqué. Personne ne veut construire des prisons, tout le monde a les pétoches, je ne sais pas pourquoi. Les prisons, c'est comme les hôpitaux, il doit y avoir des lits vides de disponibles. Il faut construire vraisemblablement au moins 100 000 places de prison tout de suite. Tout simplement déjà parce qu'il faut absolument arriver à une personne par cellule. Ça va régler tous nos problèmes, et notamment un problème majeur aujourd'hui dans les prisons, qui est que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, ce sont les détenus qui font peur aux surveillants et plus l'inverse. Parce qu'effectivement, les conditions de détention sont absolument pas optimum, il y a trop de monde dans les prisons. Donc il faut revenir à un système, une personne, une cellule. Ça évitera d'ailleurs tous les problèmes de radicalisation de tout ce que vous voulez. Et puis vous avez ceux qui vont jouer le jeu, les détenus qu'on va réinsérer, qui vont aller travailler, qui auront des avantages, etc. Et puis ceux qui ne veulent rien faire, ils restent dans sa cellule, point là, ils voient personne. La prison, c'est pas le Club Med. Est-ce qu'on peut faire ça tout de suite? Non, évidemment. Tout ça doit être accompagné. C'est comme le problème de la tolérance zéro. Parce qu'aujourd'hui, la tolérance zéro, on peut penser, c'est même souvent le cas, on dit oui, la tolérance zéro, c'est une idée d'extrême droite. Je crois d'ailleurs qu'à New York, c'était mis en place, c'était pas forcément un maire d'extrême droite, mais admettons qu'il en soit un, pourquoi pas. Non, mais la tolérance zéro, ça dépend du contexte. Bien sûr que ça peut être vu comme quelque chose de très difficile, s'il n'y a pas de perspective sociale comme actuellement chez nous pour les délinquants, s'il n'y a pas de boulot, etc., c'est sûr que la tolérance zéro, on va faire quoi avec ça, quoi. Par contre, à partir du moment où on a mis en place, moi, ce que j'ai appelé ma politique des curseurs, c'est-à-dire qu'en même temps, on a créé du zéro chômeur, puisqu'on fait travailler tout le monde, on a créé un seuil de richesse minimum, ce qui fait que tout le monde a un SMIC décent pour pouvoir se loger et vivre correctement. À partir de là, pourquoi ne pas tendre vers cette fameuse tolérance zéro? Et pourquoi faudrait-il y tendre? Ça, je vais vous en parler. Et justement, c'est l'occasion pour moi de terminer sur mon fameux juste programme dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Oui, parce qu'en fait, tous les programmes sociaux de gauche se sont toujours fracassés sur le problème de la sécurité et de la tolérance zéro. C'est dommage. Alors moi, dans mon programme politique, qui je vous rappelle est en open source, puisque je cherche un quatuor pour le porter au plus haut niveau, bien évidemment que ça ne sera pas moi, donc si vous connaissez du monde, je vous rappelle, je passe le message. Et puis, ce programme politique, il a un certain nombre de plans. Il y a le plan zéro chômeur, vous avez le plan effectivement où on indexe le SMIC sur le seuil de richesse minimum, vous avez le plan DALO pour le logement salubre pour tous, vous avez un plan pour la justice fiscale, vous avez un plan pour remplacer l'assistanat par de l'accompagnement social, bref. Tout ça, ça se joue avec ce que j'appelle moi la politique des curseurs, c'est-à-dire qu'on pousse tous ces curseurs en même temps. Et si on pousse tous ces curseurs en même temps, on peut pousser aussi celui de la tolérance zéro. Alors je pense moi que la justice et la tolérance zéro, et entendons-nous bien, quand je dis la justice, je parle du nom commun justice, pas de l'administration de la justice ou du ministère, non. La justice, c'est ce qui est juste, quoi, d'accord? Le fait d'avoir la justice et d'avoir une tolérance zéro par rapport aux règles fondamentales, notamment par rapport aux règles fondamentales de notre démocratie. Pour moi, c'est les deux piliers de notre démocratie. Enfin, c'est pas les deux piliers de notre démocratie, c'est les deux piliers de toute démocratie, me semble-t-il, aujourd'hui. Si vous avez trop de tolérance aux injustices, aux incivilités, forcément vous attirez l'autoritarisme. Et donc la popularité d'ailleurs des régimes autoritaires, elle s'est quasiment toujours faite sur la sécurité et la tolérance zéro. Mais le problème avec les régimes autoritaires, c'est que parfois on oublie la justice. Il y a bien la sécurité, il y a bien la tolérance zéro, la justice, moyen. Voilà, en tout cas, c'est la fin de mon histoire politique. Maintenant, la balle est dans votre camp. Battez-vous pour un monde plus juste. Et je terminerai par portons un toast, et pour une fois, vous voyez, j'ai choisi la sobriété, je ne l'ai pas. Portons un toast à la santé de Dame Justice, et puis portez-vous bien.